bienvenue chers téléspectateurs. On arrive à notre débat d'aujourd'hui qui certainement est centré sur le même thème d'aujourd'hui, la deuxième phase des élections législatives égyptiennes. Et pour mieux discuter de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur le Général Ibrahim Choukri, qui est expert en sécurité. Bonjour. Bonjour Monsieur Sema, bonjour Madame Mona, fier d'être avec vous ce jour-là. Le plaisir est le nôtre. Si on parle, Monsieur le Général, du taux de participation de la première phase, c'était un taux pas à la hauteur, je dirais, des attentes de ces élections tellement importantes pour le futur de l'Égypte. Comment prévoyez-vous quand même les élections, cette deuxième phase des élections? Bon, permettez-moi d'abord, avant de commencer, d'adresser mes salutations à tout le peuple égyptien, puisque cette phase des élections, c'est très intéressant dans l'avenir du peuple égyptien, bien sûr. Et nous voyons que la première phase des élections, s'il y a des analystes qui ont dit que ce n'était pas bien fait envers de la participation, oui. Mais on voit que les 2 ou 3 semaines qui sont déroulées entre les deux phases, ils ont fait plusieurs études concernant quelle est la cause de la baisse de participation, qu'est-ce qu'on doit faire de nouveau, comment faire pour accélérer notre mouvement politique devant le peuple. Donc c'était le travail des partis politiques ou bien les individuels qui se présentent à être élus à l'Assemblée nationale. Oui. Donc ils se sont bien présentés devant le peuple et ça aussi a donné, je ne dis pas des résultats, mais voyez, nous sommes maintenant à peine 11h ou 11h30. Et déjà, nous sommes au début de la journée et il y a beaucoup de monde qui se présente devant les zones électorales. Oui. Donc, ça veut dire que ça va dépasser un taux supérieur à celui de la première phase. Oui. Et aussi, si on analyse ce point-là, exactement, on va arriver à un point très essentiel que le peuple égyptien a touché bien la situation. C'est que s'il ne participe pas, il perd sa chance. Oui. Donc, l'affaire que les Égyptiens disaient auparavant, on ne va pas participer, quel sera le changement? On n'a rien touché comme changement, mais maintenant ils ont voyé clairement que la participation amène à de nouveaux électeurs ou de nouveaux représentants, de nouveaux députés, ce qui veut dire qu'il y a des représentants du peuple qui peuvent améliorer, étudier aussi les lois diverses qui se trouvent devant l'Assemblée, et aussi faire le rôle législatif et faire aussi leur rôle de contrôle au niveau du gouvernement. Et peut-être que les Égyptiens n'étaient pas au courant de tous ces points-là, parce qu'il n'y avait pas aussi une grande présentation des forces politiques auprès de la population. Oui. Et ça, c'était tellement clair. Maintenant, il y a une différence bien complètement claire. Il y a aussi des gens qui ont passé la première phase des élections, ils sont devenus des députés maintenant, ils appartiennent à des zones politiques, si on peut le dire le mot, ou à des flux politiques que peut-être la plupart de la population ne voulait pas qu'ils participent. Alors ils disent, mais si on s'arrête la première phase, donc les restes vont dépasser et vont devenir des députés. Alors on veut arrêter ça et choisir nos députés nous-mêmes. C'est pour cela que se sont présentés maintenant les Égyptiens. Et moi, je parie que demain, vous allez voir des centaines aux zones électorales, je ne veux pas dire des milliers, mais des centaines à la porte des zones électorales pour présenter leur vote parce qu'ils ont bien sûr constaté et touché l'importance de se présenter. C'est-à-dire, on ne pousse pas les citoyens d'aller, mais on leur explique seulement. Parce que moi, j'étais hier en rencontre avec quelques collègues d'Égyptiens. Ils me disent, est-ce que vous poussez les gens aux médias de venir participer? Non, je ne dis pas ça. On leur éclaircit les choses seulement. On l'explique bien. Parce que les gens, peut-être, ils ne sont pas au courant de la situation. Peut-être, il y a aussi une ancienne vue historique dans la mémoire des Égyptiens des années précédentes, que même si je participe, quoi de neuf? Qu'est-ce qu'il va comporter comme importance? Je ne veux pas participer. Et maintenant, durant 2-3 semaines, ils ont constaté que non, il y a une différence. La participation, c'est très intéressante. Pour choisir un tel parti ou un autre, ou un tel individu même, s'il a des opinions politiques qu'on le connaît, c'est très intéressant de bien citer le nom de ceux que tu veux choisir. Parce qu'à la fin, cette Assemblée nationale ou cette Assemblée de députés, c'est une Assemblée qui va faire un grand travail dans les quelques mois qui sont au futur. Et à la fin, on va constater que ce travail-là,
c'est-à-dire influencer la vie quotidienne des Égyptiens. Alors à la fin, ils vont redire de nouveau, mais tu vois qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ont diffusé et qu'est-ce qu'ils ont promulgué comme loi. Mais on va lui dire simplement, mais c'est toi qui as choisi ou tu n'as pas choisi. Donc si tu n'as pas fait ton choix, c'est-à-dire si tu n'as pas utilisé ton droit de choisir, c'est ta faute, bien sûr. Également, Monsieur le Général, on a vu que la première phase des élections était très bien sécurisée. Et si les Égyptiens avaient des craintes ou étaient passifs, c'est parce que également ils avaient peur. Il y avait des menaces concernant quelques circonscriptions et surtout dans quelques gouvernorats, que ce soit en Haute-Égypte ou ailleurs. Avec la pleine sécurisation et également la souplesse du déroulement de la première phase des élections, ça a poussé les Égyptiens, ça les a encouragés à participer à la deuxième phase. Est-ce que vous croyez que cette deuxième phase, avec cet afflux des Égyptiens pour y participer, ça va se dérouler dans le même calme que la première phase? Bon, Madame Mona, vous touchez un point très intéressant dans la vie quotidienne des Égyptiens ces jours-ci. Parce que si on parle des élections, les gens peut-être, parfois souvent, ont peur de la situation sécuritaire. Est-ce qu'on participe? Est-ce qu'il y aura des problèmes? Est-ce qu'il y aura une sorte de risque d'attentat, etc. Donc, ils ont vu, par leurs propres yeux, la première phase des élections, qu'il y a eu une sorte de coopération très intéressante, très structurelle, entre la police et les forces armées dans toutes les régions, dans toutes les zones électorales, et pas ça seulement, mais aussi au niveau des organes du gouvernement et au niveau des locaux nationaux du pays. Donc, ils ont eu une sorte de confiance, une nouvelle confiance, une confiance de 2015. C'est différent de ce qu'ils ont vécu en 2012. Oui. Donc, si tu ils comparent eux-mêmes leur situation sécuritaire, c'est-à-dire, je dis, la sûreté elle-même à l'intérieur de soi-même. Donc, est-ce que je suis sûr d'aller à une zone électorale et il n'y aura pas de problème? Donc, si on étudie ce phénomène-là, on va vous expliquer qu'on ne peut pas oublier que la situation criminelle a bien changé positivement au niveau de l'Égypte. Bien sûr, peut-être elle a besoin d'être un peu accélérée, mais elle a changé positivement. Permettez-moi, Monsieur le Général, on voit sur les images qu'il y a des observateurs de quelques organisations internationales qui se trouvent dans les bureaux de vote afin de suivre de près les législatives. Et je crois que l'écho de cette participation, de cette observation est très positive pour l'Égypte. Moi, dans mon chemin ici, pour arriver ici au studio avec vous, j'ai remarqué aussi d'autres délégations dans des zones électorales, dans l'école qui se trouve à Rue Castellani. Il y a aussi des représentants des organisations internationales, étrangers, qui ne sont pas des Égyptiens, sont des étrangers, je l'ai remarqué par mes propres yeux. Donc, vous voyez, nous avons laissé toutes les choses sous la vision du monde entier. Et voilà, et le monde voit bien que c'est une élection qui arrive à une sorte de confiance et il n'y a aucune pression sur la population de choisir telle ou telle personne. Et aussi, l'État ne fait pas diriger, c'est-à-dire il n'y a pas de diversion des opinions publiques, etc. Donc ça, c'est très intéressant pour nous durant cette phase de notre République égyptienne, parce que nous voulons se présenter devant le monde entier, pas seulement devant le peuple égyptien, devant le monde entier, que c'est une nouvelle phase de notre vie égyptienne qui présente la solidarité du peuple égyptien, et bien sûr, comme ça, donc nous avons bien garanti la troisième promesse de la feuille de route. Oui, nous avions trois choses à faire: les élections du président de la République et aussi nouvelle constitution. Nouvelle constitution qui est déjà diffusée et sur laquelle on fait cette sorte d'élection parlementaire, législative, oui, bien sûr. Parfait. Monsieur le Général, si on parle des campagnes électorales des candidats, comment voyez-vous ces campagnes électorales et les slogans, je dirais, employés par les candidats? Est-ce qu'il y a, je dirais, une prise de conscience du rôle que va jouer ces candidats, par exemple des candidats qui prônent des restructurations, par exemple de l'enseignement public, de problèmes que vit vraiment le citoyen égyptien?
Là, on va parler de deux phénomènes ou deux systèmes qui sont complémentaires, qui ne sont pas contradictoires, mais qui sont complémentaires. D'abord, les gens qui se présentent aux élections, ils ont le droit d'utiliser tous les phénomènes qui se trouvent en Égypte, de toutes les situations, de parler des problèmes de l'Égypte, du gouvernement, de la vie quotidienne des Égyptiens, surtout au niveau éducatif ou à un autre niveau, etc. Oui. Donc ils vont bien sûr utiliser ça, ils vont bien sûr se présenter sur ce point parce que c'est un point qui leur donne, qui leur pousse en avance pour gagner, bien sûr. Mais d'autres termes, on doit prendre en considération maintenant que le peuple égyptien a complètement changé. Oui. C'est-à-dire, moi j'ai vu sur votre écran, à la télévision égyptienne, bien sûr ce matin, des Égyptiens qui parlent devant l'écran, dans des régions loin, c'est pas loin du Caire, mais ce n'est pas le Caire même, hors du Caire, des paysans qui se trouvent, par exemple à Monefia, ils disent, nous on sait bien qu'est-ce qu'on va faire et quel est notre futur et qu'est-ce qu'on va choisir. Ces paroles-là, on ne les entendait pas il y a quelques années. Donc, une prise de conscience, je dirais, du peuple. Oui, c'est un changement dans la mentalité du peuple. Le peuple, maintenant, il comprend qui veut faire pour le bien du peuple et qui est contre le peuple. Ça, c'est très intéressant de remarquer et c'est-à-dire de travailler sur ça. C'est-à-dire, puisque c'est un peuple qui connaît bien sa situation, il connaît bien son futur, qu'est-ce qu'il veut chercher, qu'est-ce qu'il veut faire. Donc c'est un peuple qu'on doit lui donner des projets. C'est-à-dire, pourquoi on ne peut pas maintenant présenter? On doit présenter bien sûr des projets de futur. Vous vous rappelez, M. Samah, les années 60, lorsqu'il y a eu un changement aussi politique au niveau du pays égyptien, un changement au niveau de l'Assemblée du peuple, un changement au niveau du président de la République, de la Révolution, il y a eu des projets pour pousser le peuple égyptien, les jeunes surtout, pour arriver à bien être en collision avec les divers districts et les diverses régions pour améliorer la vie, pour être en face des problèmes qui se trouvent, pour changer le phénomène d'éducation, pour changer la vie quotidienne, pour aider l'État de se progresser, etc. Donc nous avons besoin maintenant, au début de 2016, bien sûr, dans quelques semaines, de faire des projets, de lancer des grands projets qui aident les Égyptiens à améliorer et à changer leur vie pour être les plus meilleurs. Parfait. Et je pense, chers téléspectateurs, à présent, nous avons notre correspondant Mohamed Mahrouz qui nous parle de Sharm el-Sheikh. Ustaz Mohamed. Ustaz Mohamed Mahrouz. Ustaz Mohamed Mahrouz, مراسلنا من شرم الشيخ. Monsieur Mohamed Mahrouz, notre correspondant en Sharm el-Sheikh. Ustaz Mohamed. Monsieur Mohamed. أستاذ محمد محروس. الآن متواجد في الدائرة الأولى بشرم الشيخ والدائرة ومقرها مركز شرطة شرم الشيخ ويبلغ عدد الناقبين بها ما يقارب من 26,000 بين 77,000 ناقب على مستوى المحافظة بالتسع مدن مقسمة إلى 3 دوائر انتخابية. الدائرة الأولى وتضم مركز شرطة شرم الشيخ، والدائرة الثانية وتضم طور سيناء، والدائرة الثالثة وتضم رأس السدر. بدأت عمليات الاقتراع منذ فتح باب الصناديق الاقتراع في حوالي الساعة 9 صباحا وكما حددتها اللجنة العليا. المشهد الانتخابي هنا في جنوب سيناء وخاصة الدائرة الأولى بشرم الشيخ اللافت النظر أن هناك إقبال متزايد. العرس الديمقراطي بدأ بالفعل ابتداء من 9 صباحا وحتى هذه اللحظة. بدأت الأعداد تتوافد، خاصة أن الدائرة الأولى يتنافس عليها 18 مرشحا لاختيار مقعد واحد، والدائرة الثانية يتنافس عليها 17 مرشحا لاختيار مرشح واحد، والدائرة الثالثة يتنافس عليها 6 مرشحين. هناك أيضا بالإضافة إلى قائمة واحدة يمثلها شخص واحد. بالنسبة لعدد المقرات الانتخابية هناك أيضا 15 مقر انتخابي على مستوى المحافظة. هناك أيضا 36 لجنة فرعية مقسمة.
Et oui, c'était M. Hamad Mahous, notre correspondant de Sharm el-Sheikh. De toute façon, on poursuit notre interview avec Monsieur le Général Ibrahim Chokri. Monsieur le Général, si on parle de la couverture médiatique des compagnies électorales, que ce soit de partis politiques ou de candidats, comment la voyez-vous? Si vous parlez de ce matin-là, ce que nous voyons, ou bien la couverture Non, médiatique avant ça? Oui, avant ça, pour couvrir les campagnes électorales, que ce soit de partis politiques ou de candidats individuels. Je peux donner une mention bien, pas plus. Parce que si je veux donner une mention plus que bien, c'est-à-dire très bien, excellent, ce n'était pas le cas. Je vois que pour faire une médiatique, plutôt, il faudrait bien être en contact quotidien par toutes les chaînes de télévision et aussi par la radio et les journaux. Mais ce que j'ai vu, c'est que quelques gens seulement qui connaissent bien comment se présenter, qui ont des relations avec les médias, ou bien qui sont... Parler des candidats eux-mêmes. Oui, eux-mêmes. Et aussi, si je veux parler de ceux qui se sont présentés aux élections au niveau des chaînes privées. Ils ont un soutien médiatique. Mais les jeunes qui n'ont pas quelqu'un qui peut dépenser sur ça, ou bien qui peut lui aider, ils n'ont pas trouvé le moyen. Donc, il faudrait faire une autre façon, c'est être en contact avec la population sur le terrain. Et ça, c'est très intéressant. Moi, je connais des gens dans des régions populaires, dans des quartiers qui se trouvent en centre-ville, que les représentants aux élections étaient en contact quotidien dans les clubs, dans les endroits, dans les écoles, dans les universités, sur les cafés même, sur les restaurants, pour rencontrer les gens et en parler directement. Et ça, c'est une façon très intéressante qui donne des résultats peut-être meilleurs. Parce que quand tu vois le candidat face à face, tu peux lui contacter et poser des questions, voir sa conscience, est-ce qu'il est de bonne conscience, est-ce qu'il est de bonne humeur pour le patrie. Ça, c'est très intéressant. Donc, du point de vue médiatique, au niveau de l'État, ce n'était pas un cas excellent, comme on le trouve dans d'autres pays. Alors, vous voyez que les médias n'ont pas vraiment joué le rôle qu'ils doivent faire afin de présenter ces candidats au public. C'est une erreur commune, si vous me le permettez. Moi, si je me présente aux élections, je dois bien planifier mon travail. C'est-à-dire, comment je peux être en contact avec la population, le peuple, pour lui expliquer mon projet et comment convaincre les autres. Donc, j'ai un rôle à le faire moi-même. Donc, la plupart n'ont pas bien pratiqué leur rôle. Et autrement, les médias. Vous voyez, bien sûr, les médias privés, ils s'intéressent aux gens qui se sont présentés, qui participent à leur parti politique. C'est clair, hein, c'est bien sûr. Donc, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire et comment se présenter? Moi, j'ai reçu sur mon portable plusieurs messages de ceux qui se sont présentés aux élections dont je ne le connais pas, jamais. Mais ce moyen-là était très intéressant s'il savait bien comment utiliser ce moyen. C'est-à-dire, il n'a pas bien utilisé. Il m'a envoyé un message, il me dit, je m'appelle tel, mon numéro c'est tel, s'il vous plaît, votez-moi. Seulement. Mais quel est ton programme? Qu'est-ce que tu vises de ça? Comment tu vas aider notre région, ou notre quartier, ou notre parti? Il n'a pas expliqué. Donc, puisqu'il peut se présenter ou être en contact avec moi, ou avec vous, ou avec n'importe qui, pourquoi il n'a pas bien utilisé ce moyen pour d'autres étapes plus profondes? Ça, c'est la question. Et si on part sur le niveau individuel, c'est un tout petit peu accepté, mais sur le plan des partis politiques, c'était le même cas. Alors, je pense qu'il y avait un rôle vraiment à remplir qui n'a pas été rempli. Mais vous avez raison, mais c'est ce que je viens de dire, parce qu'il y a eu une erreur auprès des partis politiques. Les partis politiques qui ont des choses privées, et qui ont aussi des journaux privés peut-être, qui ont aussi des chaînes privées, ils ont essayé d'aider leurs membres. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire, il y a des partis politiques qui ne se présentent pas sur place. Ils n'ont pas les moyens, peut-être, c'est-à-dire les moyens financiers, je parle, afin de faire de grandes conférences ou de se présenter aux chaînes, que ce soit gouvernementales ou publiques. Mais je ne veux pas dire chaque chose, c'est la finance. Il y a aussi des candidats qui sont, si vous évaluez la finance, qui est pauvre, peut-être, du point de vue de la finance, mais qui a dépassé la première phase. Parce que le peuple dans sa région, il a besoin de celui-là, il était convaincu. Donc ça, c'est la différence.
Comment être en contact avec les gens? Comment les convaincre? Relations publiques alors. Oui, c'est très intéressant. C'est d'être en contact. Mais les médias, qu'est-ce que ça veut dire les médias? Les médias, c'est être en contact avec les autres, tout simplement. Hein. Donc, si je n'ai pas le moyen, c'est-à-dire je n'ai pas une chaîne de médias, si je n'ai pas un journal, donc ok, j'utilise un autre moyen. L'autre moyen, c'est d'être en contact avec la région où j'appartiens. Oui. Et ça, c'était un grand problème des gens qui n'ont pas eux-mêmes fait un grand effort afin d'arriver au Parlement. C'est leur erreur. Oui. Alors, Monsieur le Général, on dit que c'était très important de dépasser cette troisième étape de la feuille de route, d'avoir un Parlement. Selon vous, pourquoi ce Parlement et son existence est cruciale? Pourquoi vraiment on a besoin de ce Parlement maintenant? Donc, vous parlez d'un Parlement qui suit la révolution du 30 juin. Et là, il y a eu des étapes que le peuple égyptien a pris comme principe de travail pour le futur. C'est-à-dire, le peuple égyptien ne veut pas faire exclure une partie du peuple qui ne participe pas à la vie. Donc la Constitution a noté comment participer tous les gens. Même dans ces élections-là, c'est insisté à la présence des femmes et des Égyptiens de toutes les régions, de toutes les catégories du peuple, etc. C'est un changement qui ne se trouvait pas en Égypte il y a 10 ou 20 ou 30 ans. C'est pour ça que c'est un parlement intéressant qui groupe toutes les catégories du peuple égyptien. Un petit exemple, nous avons vu la région qui s'appelle Halaib et Chalatim a eu une présentation au niveau de l'Assemblée nationale maintenant. Avant ça, ce n'était pas présent. Donc c'est un exemple que je vous donne. Deuxièmement, ce genre de loi qui était diffusée, soit par le président de la République, soit autre, a besoin d'être révisé au niveau du Parlement pour approuver est-ce que nous avons bien dépassé la période transitoire, oui ou non. C'est-à-dire quand ils vont dire, les nouveaux députés, hein, quand ils vont dire oui, on accepte telle et telle et telle loi, ça veut dire oui, l'État égyptien était en bonne position, il a bien pris la décision. Ça, c'est la signification du mot oui. C'est la simple explication. Et troisièmement, si ce Parlement va bien faire un plan pour l'avenir des Égyptiens, est-ce qu'il est capable de faire ça? C'est pour cela qu'on dit que c'est un Parlement très intéressant, parce que si on choisit des gens qui ne sont pas capables, ou des gens qui ont une mauvaise histoire en Égypte, je ne veux pas citer quelque chose, mais vous connaissez bien ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'ils ont une histoire que le peuple n'a pas besoin de la recommencer de nouveau. Alors, le nouveau Parlement se compose des gens qui sont de bonne conscience envers leur patrie, qui aiment vraiment le pays, qui ne sont pas contre la République égyptienne, qui ne sont pas contre la volonté égyptienne, qui ne sont pas contre le 30 juin. Ça, c'est très intéressant. Tous ces arguments amènent à un Parlement vraiment très intéressant. Parfait. Monsieur le Général, si on parle d'une petite question, mais je dirais un sujet vraiment à prendre en considération quand même, le fait ou le taux de participation de la femme à l'intérieur du Parlement. On parle de 56 sièges qui sont prévus pour les femmes, 56 de 596 sièges. Que pensez-vous quand même? Donc voilà aussi un autre changement qui prouve ce que je viens de vous dire. La présence de la femme, il y a eu par exemple à la région, au gouvernement de Gizeh, dans la région Mbaba, c'est très connu, c'est populaire, et 2 femmes ont passé le succès. 2 femmes. Donc ça veut dire, est-ce que le peuple égyptien, je parle en général, le peuple, les jeunes, etc., est-ce qu'ils ont changé de mentalité envers la femme en Égypte? Bien sûr oui, c'est positivement. Ils ont confiance à une femme qui peut commander ou gérer une situation. N'oubliez pas que maintenant,